Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui peut paraître un peu technique de prime abord, l'animation des groupes d'analyse de la pratique professionnelle. Bonjour. Oui, et pourtant c'est un sujet absolument passionnant. On a devant nous une source qui se présente vraiment comme un manifeste. La promesse, c'est de nous expliquer comment on passe d'une simple réunion, d'une discussion de groupe, à un vrai levier de développement. C'est ça. Et la question que je me pose tout de suite, c'est qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui sépare, disons, une conversation sympathique entre collègues d'un moment qui transforme vraiment leur façon de travailler? C'est la question centrale. Et ce que suggère le texte qu'on explore, c'est que ce n'est pas de la magie. C'est une alchimie très précise entre une structure, une dynamique, et puis surtout une posture de la personne qui anime. D'accord, une alchimie. Voilà. Et l'idée, c'est un peu de décortiquer ça ensemble. De comprendre comment un groupe peut dépasser le simple partage d'anecdotes pour construire une vraie intelligence collective. Parfait. Alors si on veut comprendre cette alchimie, la source nous dit de commencer par la base, par les fondations. Il appelle ça le cadre. Mhm. Et dès le début, il y a un mot qui m'interpelle. Ce cadre doit être, je cite, non négociable. C'est fort comme terme, non? Est-ce que ça ne risque pas de tout rigidifier, de brider un peu la spontanéité? C'est une excellente remarque. Ça peut sembler complètement contre-intuitif, Ouais, mais l'idée du manifeste, c'est que cette rigidité, en fait, c'est elle qui libère la parole. Imaginez les règles d'un jeu ou dans sport. d'accord, C'est parce que les règles sont claires, qu'elles sont les mêmes pour tout le monde et qu'elles ne changent pas, que les joueurs peuvent être créatifs à l'intérieur de ce cadre. je vois. Ben là, c'est pareil. Le cadre, il crée un espace psychologique qui est sûr. Le fait de savoir que les règles sont fixes, ça permet aux participants de prendre le risque de s'exposer un peu. Donc ce cadre, c'est une sorte de contrat de sécurité. Et dans ce contrat, l'objectif est aussi défini très clairement. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Ah oui, Ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas non plus un atelier pour trouver des solutions miracles. Mais bon, dans la vraie vie, la frontière doit être un peu floue parfois, non? absolument. La frontière est poreuse. Et c'est justement pour ça que l'intention doit être limpide dès le départ. Et comment on fait alors quand une émotion forte arrive? Eh bien, le cadre permet à l'animateur de dire, avec beaucoup de bienveillance, OK, cette émotion est là, elle est légitime, on l'accueille. Maintenant, qu'est-ce que cette situation et cette émotion nous apprennent sur notre pratique professionnelle? Ah d'accord. L'idée, c'est pas de traiter l'émotion de la personne. C'est de s'en servir comme d'un matériau pour la réflexion collective. C'est une nuance fine, mais elle est essentielle. Je comprends. Donc ça clarifie l'objectif. Et pour l'animateur, ça implique quoi? Son rôle, ce n'est pas d'être l'expert qui a toutes les réponses, j'imagine. Exactement. Le texte le martèle. L'animateur n'est pas un expert du contenu. C'est un facilitateur du processus. Un facilitateur. Il ne sait pas mieux que les autres ce qu'il faut faire. Son expertise à lui, c'est la méthode. C'est de savoir comment guider le groupe pour qu'il trouve ses propres clés. Il est le garant du chemin, pas de la destination. C'est une belle image. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille sur des situations réelles, vécues, pas sur des cas d'école abstraits. On part de la matière brute de l'expérience. Et cette matière, elle est travaillée par un groupe dont la taille semble aussi très importante. La source parle d'un idéal de 6 à 12 personnes. Pourquoi ce chiffre? Alors ça, c'est parce que c'est l'équilibre parfait pour faire émerger ce que le texte appelle l'intelligence collective. D'accord. En dessous de 6, on risque un peu de tourner en rond, on n'a pas assez de perspectives différentes. Hmm. Et au-dessus de 12, le temps de parole de chacun diminue énormément, les plus timides risquent de ne plus s'exprimer, et le groupe se transforme un peu en audience. Oui, en public. C'est ça. Alors qu'entre 6 et 12, on a assez de diversité pour que ça fuse, mais ça reste assez intime pour que tout le monde se sente impliqué, co-responsable. C'est la taille idéale pour qu'un collectif se mette à penser. Bon, on a le bon nombre de personnes, un objectif clair. Comment on crée concrètement la confiance? Le manifeste parle de piliers. Oui. Alors il y a des choses évidentes, la disposition en cercle pour que tout le monde se voit, la confidentialité absolue, ça c'est la base. Mais il y a aussi le respect et le non-jugement. Hmm. En théorie, c'est facile à dire, mais en pratique, entre collègues qui ont un passif, un historique, ça doit être le plus difficile à mettre en place, non? C'est le point de bascule. Le non-jugement, ce n'est pas un état naturel. C'est une discipline active. Une discipline. Oui, et c'est pour ça que le quatrième pilier, l'engagement à la contribution, est si important. Ce n'est pas juste soyez gentil. C'est un contrat mutuel qui dit
engagez-vous à écouter pour comprendre, à questionner pour éclairer et à partager pour enrichir. Ça change tout. Ça change complètement la dynamique. On n'est plus là pour évaluer la pratique de l'autre. On est là pour l'aider à la déplier, à la regarder sous un autre angle. D'accord. Donc, le cadre est posé, il est solide, il est sécurisant, mais ça reste quelque chose de statique. Comment on met de la vie là-dedans? C'est quoi l'étincelle qui allume le moteur pendant la séance? Alors là, on passe de la structure à la dynamique. Et le rôle de l'animateur évolue. Il n'est plus seulement le gardien du cadre. Il devient... Il devient, pour citer la source, l'architecte du temps et du rythme. l'architecte du temps et du rythme. Voilà. La notion clé ici, c'est celle de rythme réflexif. Un rythme réflexif. J'essaye de visualiser. Ça veut dire qu'il faut tout ralentir. On a tellement l'habitude que tout aille vite dans le monde du travail, ça ne risque pas de paraître un peu artificiel. Le risque existe, c'est vrai, mais le gain est immense. La source utilise une belle analogie. La pensée profonde, c'est un muscle. Mhm. Si on lui demande un sprint permanent, il s'épuise. Il se contente de réponses superficielles, de réflexes. Pour qu'il se développe en profondeur, il lui faut un effort qui soit mesuré, avec des pauses. De l'espace. De l'espace, exactement. Ce rythme, ce n'est pas de la lenteur pour être lent, c'est créer de l'espace pour qu'une question puisse infuser, pour qu'un lien inattendu se fasse, pour que le silence devienne un moment de maturation et pas un vide angoissant. C'est l'animateur qui sculpte ce temps. Il le sculpte pour que la pensée puisse respirer. Et en même temps, il a un rôle pédagogique, si je comprends bien. Il ne garde pas ses outils pour lui, il explique ce qu'il fait. Le texte parle des temps méta. C'est quoi exactement? C'est un outil très très puissant. Un temps méta, c'est un moment où l'animateur appuie sur pause. D'accord. Mais pas pour donner son avis sur le fond, pour commenter le processus. Par exemple, il peut voir que le groupe saute tout de suite aux solutions. Ce qui arrive tout le temps. Tout le temps. Il va dire « stop ». Je remarque qu'on cherche déjà des solutions. Et si on prenait juste 2 minutes pour être sûr d'avoir bien exploré le problème? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore regardé? Ah, c'est malin. En faisant ça, il ne fait pas que guider. Il forme le groupe. Il leur apprend à analyser leur propre façon d'analyser. Et à terme, le groupe devient plus autonome. On apprend à mieux penser ensemble, en fait. Et dans la même veine, le texte parle de créer une réflexion déstabilisante. Le mot fait un peu peur. On cherche à mettre quelqu'un en difficulté? Non, surtout pas. La déstabilisation, ce n'est pas celle de la personne, c'est celle des certitudes. D'accord, prenons un exemple. Un prof qui dit « Cet élève est démotivé, il ne fait rien ». Une question simple serait « Qu'est-ce que vous avez déjà essayé ?» Oui, logique. Une question déstabilisante serait plutôt « Et si on posait l'hypothèse que le problème n'est pas sa motivation, mais la consigne qu'on lui donne? Qu'est-ce que ça changerait ?» Ah oui, je vois. On déplace le regard. Exactement. Le but, c'est de l'obliger à changer de perspective. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. C'est souvent dans ce décalage que l'apprentissage se fait. C'est une façon de secouer un peu les évidences. Et pour que tout ce travail ne s'évapore pas, l'auteur insiste sur un outil très simple, un tableau blanc. Oui, et on sous-estime souvent son importance. Le fait de noter les hypothèses, les questions clés, ça a plusieurs vertus. Ça matérialise la pensée. Ça matérialise la pensée collective. Voilà, ce n'est plus une conversation qui s'envole, c'est une construction qu'on voit. Ça évite de tourner en rond, et puis surtout, à la fin, on regarde le tableau et on voit le chemin parcouru. On a une trace. On a une trace concrète du travail. C'est très gratifiant et ça aide à repartir avec des repères clairs, pas juste une impression vague d'avoir eu une bonne discussion. Ok, donc si je résume, on a un animateur qui est architecte du temps, pédagogue du processus, qui s'est posé la question qui dérange un peu. C'est un rôle incroyablement exigeant. Et j'ai l'impression que la technique seule ne peut pas suffire. Il doit y avoir une dimension humaine qui est fondamentale. On touche au cœur du réacteur. C'est la troisième grande partie du manifeste B, la posture. L'auteur est très clair là-dessus. La meilleure méthode du monde, si elle est appliquée comme une machine, ne donnera rien. C'est la rencontre de la structure et de l'humain. C'est exactement ça. L'efficacité, elle repose sur l'engagement humain, l'écoute, une forme de bienveillance active. Le manifeste le décrit comme le gardien du bien-être et de la sécurité émotionnelle. C'est une responsabilité énorme. Concrètement, si un participant est submergé, s'il pleure, comment l'animateur gère ça sans devenir un thérapeute? C'est tout l'art de la posture. D'abord, il doit être hyper attentif aux signaux faibles, au non-verbal. Si une émotion forte arrive, la première chose, c'est de l'accueillir sans paniquer.
Il peut simplement dire « Prenez votre temps, c'est normal que cette situation vous touche ». Il valide l'émotion, il ne l'ignore pas, surtout pas. Mais ensuite, son rôle est de ramener doucement le focus sur la pratique. Il peut demander par exemple « Qu'est-ce qui, dans cette situation professionnelle, est si difficile et génère ça ?» Il ne demande pas « Pourquoi êtes-vous triste ?», mais « Qu'est-ce que le travail vous fait ?» La nuance est là. La nuance est là. On reste centré sur l'objet du groupe, qui est l'analyse de la pratique. C'est un équilibre très fin. Et au-delà de ce rôle de gardien, le texte utilise une autre image que je trouve très belle, celle de catalyseur de l'intelligence collective. Qu'est-ce que ça veut dire être un catalyseur ? En chimie, un catalyseur, c'est une substance qui permet à une réaction de se produire plus vite, mais qui ne fait pas partie du produit final. D'accord. L'idée est la même. L'animateur ne fournit pas les réponses. Il crée les conditions pour que le groupe trouve les siennes. Et ça passe par quoi concrètement? Ça passe par une écoute radicale. Écouter ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit, les silences. Partir du principe que tout le monde a quelque chose de précieux à apporter, même la personne la plus discrète. Parfois, il suffit de poser une question à celui qui n'a pas encore parlé pour tout débloquer. Il doit aussi savoir donner un retour, un feedback. Oui, et sa façon de le faire est capitale. Il ne dit jamais « c'est bien » ou « c'est mal ». Il dira plutôt « ce que vous amenez là, ça ouvre une piste intéressante. Et si on explorait ça ensemble ?» Il valorise le cheminement, le processus plutôt que le résultat. Exactement. Une des idées fortes du manifeste, c'est que le processus de réflexion est souvent plus formateur que la conclusion. Une séance peut se terminer avec plus de questions qu'au début, et être une séance formidablement réussie. Donc on a un animateur qui est architecte, gardien, catalyseur. Le portrait robot est assez impressionnant. Avec autant d'influence sur le groupe, comment est-ce qu'il s'assure de rester juste ? De ne pas abuser, même inconsciemment, de son pouvoir ? Ça nous amène à sa propre éthique, j'imagine. Ça nous amène à la clé de voûte de tout l'édifice. Le texte conclut avec un impératif éthique très fort. L'animateur doit s'appliquer à lui-même les principes qu'il promeut. La boucle est bouclée. Voilà, la réflexivité sur sa propre pratique, ce n'est pas une option, c'est une obligation. On ne peut pas demander à un groupe de se mettre au travail si on ne fait pas ce travail sur soi-même, en permanence. Et ce n'est pas juste une déclaration d'intention, le texte propose 2 axes très concrets pour cette auto-analyse. Exactement. Le premier axe, il est technique. Après chaque séance, l'animateur se demande « Est-ce que mes interventions étaient pertinentes ? Est-ce que j'ai bien géré le temps ? Est-ce que ma question déstabilisante a aidé ou bloqué le groupe ?» C'est une analyse de sa performance de technicien. Et le deuxième axe est beaucoup plus personnel. Oui, et c'est le plus difficile, c'est analyser son propre rapport au groupe. Qu'est-ce que cette séance a provoqué en moi ? Est-ce que le cas présenté a réveillé quelque chose de personnel ? Est-ce que j'ai ressenti de l'agacement, de la sympathie et comment j'ai géré ça ? C'est un travail sur sa propre subjectivité. Un travail qui ne peut pas se faire seul. C'est tellement exigeant que la source suggère qu'il faut une supervision, un autre espace où l'animateur peut, à son tour, analyser sa pratique avec quelqu'un d'autre. Alors si on essaye de synthétiser, l'idée qui ressort, c'est celle d'un fascinant paradoxe. Pour qu'un groupe puisse être libre, créatif, il a besoin d'un cadre presque rigide. Oui, Mais ce cadre ne fonctionne que s'il est habité par une posture qui, elle, est souple, humaine, empathique. C'est ce mariage de la structure et de l'humain qui est le secret, en fait. c'est tout à fait ça. La structure rassure, elle sécurise. Et c'est cette sécurité qui permet à l'humain de s'exprimer dans toute sa richesse. L'un ne va pas sans l'autre. Une structure sans humanité, c'est une prison. Et une humanité sans structure, c'est le chaos. C'est le chaos. L'animation réussie, c'est l'art de tenir ces deux pôles ensemble, en tension créatrice. Et le garant de cet équilibre, eh bien, c'est la discipline éthique de l'animateur. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la route. Si tous ces principes, un cadre sécurisant, le non-jugement, l'écoute, la méta-réflexion, sont si puissants pour faire progresser un collectif, quelle serait la portée si on essayait de les appliquer plus souvent à notre propre dialogue intérieur ? Comment pourrait-on devenir le facilitateur à la fois exigeant et bienveillant de notre propre pensée ?